Bonjour et bienvenue sur Anime. Je vous avais annoncé là sur la vidéo de présentation du livre que j'avais envie de présenter un petit peu quelques livres qui avaient pu me donner des idées pour Singularité ou des œuvres de science-fiction que j'avais trouvées assez marquantes. Donc je vais principalement parler de choses qui sont pas extrêmement connues parce qu'il y a par exemple Star Wars ou Star Trek, il y a plein de gens qui en ont déjà parlé, qui le font mieux que moi, qui ont une meilleure connaissance de l'univers. Donc je voudrais plus m'attaquer à des histoires de SF qui sont un petit peu moins connu du grand public. Et donc aujourd'hui, je voudrais commencer par celui-ci, donc c'est Diaspora de Greg Egan. Donc c'est aussi le dernier livre que j'ai lu, et celui-ci m'a plutôt marqué. Je ferai souvent le reproche à propos de la science-fiction que je trouve que le développement technologique n'est pas forcément cohérent dans certains récits, mais c'est pas le cas ici. Donc pour un petit peu résumer, là je vais commencer par une partie, pas de spoiler, c'est juste histoire de vous donner un petit peu la dalle, de vous donner envie de le lire. Diaspora, donc, ça se passe à la fin du 3e millénaire avec une humanité divisée en 3 branches qui ont radicalement divergé. Donc, la première branche, c'est celle des enchérés, c'est les plus proches de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est des êtres de chair et de sang, mais qui sont largement altérés. Ils vivent très longtemps, ils ont une très longue espérance de vie, et ils ont de nombreuses optimisations génétiques et biologiques. Donc il reste une poignée, du coup, chez les enserrés qu'on appelle les statiques, et les statiques, c'est les humains qui sont encore purs. Donc la seconde branche, c'est les Glessner. Donc, au début du récit, ils vont préparer plusieurs vaisseaux interstellaires, sans vol supraluminique, mais atteignant néanmoins des vitesses relativistes. Leur voyage prendra des décennies ou des siècles donc pour arriver à leur destination. Puis vient enfin les citoyens des polices, des individus purement logiciels, existant dans des super serveurs profondément enterrés sous la surface de la Terre. C'est d'ailleurs principalement... Je dois dire que le développement très transhumaniste et la technologie présentée dans l'œuvre m'ont frappé, car je trouve enfin un roman de science-fiction qui tire pleinement parti de ces phénomènes, et qui les considère même comme acquis, car les divergences présentées ici entre ces trois branches ont quand même eu lieu il y a plusieurs siècles. En outre, il ne sera pas ici question de conflit entre les trois branches de l'humanité, parce qu'en fait ils s'ignorent copieusement les uns les autres. Les enchérés ont une vie assez proche de la réalité, ils sont terre à terre, vivant dans une certaine harmonie avec la biosphère de la Terre, un petit peu comme on pourrait le voir dans du green punk ou ce genre de choses. Les Glessner, eux, ils ont quitté la planète, et ils n'interagissent presque plus avec le berceau de l'humanité qu'est la Terre. Et enfin, les polices, elles sont profondément enterrées sous la surface, et plusieurs d'entre elles sont carrément tombées dans du pur solipsisme. Les autres, celles qui n'ont pas sombré dans le solipsisme, vont souvent juste se contenter d'observer sans interagir ce qui se passe dans le monde physique. Donc, on est ici dans un pur récit de hard science. L'auteur est lui-même formé aux disciplines scientifiques, se payant le luxe de citer les publications scientifiques sur lesquelles il base ses réflexions. Et c'est ici un point important. Car si ce réalisme peut plaire à certains, il est ici très poussé, au point d'en devenir complexe à suivre par moments. L'un des premiers chapitres décrira la création et la prise de conscience lente d'un nouvel être vivant dans une police, qui sera suivie par des cours d'hypergéométrie à n dimensions. Ouais, des cours de géométrie à n dimensions. On y reviendra après. Les premiers chapitres ont globalement un pur but d'exposition. Nous suivrons la naissance et l'évolution de Yatsima, un orphelin de la police de Konishi. Ce dernier finira par prendre contact avec les enchérés, puis nous verrons brièvement les Glessner. Comme je le disais plus haut, il faudra s'accrocher sur les premiers chapitres, qui peuvent être assez costauds, et parfois même un peu lourds. L'un des points notables, lors de la rencontre des enchérés, donc qui arrive dans les premiers chapitres, c'est la difficulté de la communication. Oui, en fait, il va y avoir des branches d'enchérés, qu'on appelle les exubérants, c'est des humains modifiés, les exubérants, c'est eux, mais en fait, leur différence peut être tellement poussée qu'il devient difficile, voire impossible, de communiquer entre eux. Donc, pour pallier à ce problème, les enchérés ont mis en place des médiateurs. Donc, c'est des individus à mi-chemin entre les différentes branches d'exubérants qui, du coup, peuvent communiquer entre les deux. C'est important de dire ça, j'y reviendrai plus tard, ça a une importance pour un petit peu plus tard dans le récit. Donc, après avoir fait ce rapide tour des factions, viendra notre élément perturbateur, qui ici sera un système d'étoiles à neutrons binaires, G1 du lézard.
Bon, avant de continuer, maintenant j'ai rentré dans une partie où je vais raconter l'histoire, je vais un peu plus parler en profondeur des éléments, des événements qui s'y produisent. Donc si je vous ai donné un petit peu envie d'aller jeter un œil à ce livre, Diaspora, c'est le moment de vous barrer. Ou sinon, vous allez vous faire spoiler. Et la suite de l'histoire est vraiment intéressante. Comme je disais, là pour l'instant on était vraiment sur l'exposition. L'histoire commence à peu près au niveau de la page 100. Donc, le livre il fait à peu près 500 pages. G1 du lézard, c'est donc un système d'étoiles à neutrons binaires. Mais contrairement aux prédictions des modèles physiques donc actuels au 3e millénaire, à la fin du 3e millénaire, eh bien, il se trouve que ces deux étoiles se rapprochent l'une de l'autre beaucoup plus vite que prévu et vont très prochainement rentrer en collision. Le petit problème, c'est que ce système n'est pas très éloigné de la Terre et que cette dernière va donc connaître un flash gamma de haute intensité, mettant la vie en péril à sa surface. Là, il est important de noter que les citoyens des polices et les Glessner ne vont pas être directement concernés, puisque ils ne dépendent d'aucune biosphère et ne craignent que peu les radiations. Ils n'ont donc rien à craindre de cette collision. Mais les enchérés, eux, sont tout de suite impliqués. Parce qu'eux dépendent de la biosphère et étant eux-mêmes biologiques, ils vont souffrir de cette catastrophe. Donc Yatima, le personnage qui est né de la police de Konishi, et son ami Inoshiro vont essayer de convaincre les humains biologiques du danger imminent. Mais ils vont vraiment peiner à les convaincre. Pire, le flash gamma, en fait, qui arrive très rapidement, vu qu'il n'avait pas été prédit, et bien il cause des dégâts encore plus importants que prévu. Donc, quelques enchérés parviennent à fuir dans les polices, et donc numérisent leur conscience via un programme qu'on appelle l'introde, mais cette catastrophe signe l'extinction de tous les humains de chair et de sang en quelques mois à peine. Donc, après le sursaut gamma, les Glessner lancent leurs premiers arches interstellaires dans l'univers. Yatima s'intéresse de plus en plus à la physique et à l'étude de l'univers, ce qui ne colle pas forcément avec l'idéologie de la police de Konishi. En effet, cette dernière est réputée pour être très solipsiste. Elle s'enferme dans les mondes virtuels, n'ayant presque plus d'intérêt pour le monde matériel. Yatia émigre donc vers une autre police du nom de Carter Zimmerman. Des fois, je vais un petit peu bégayer sur les noms, pardonnez-moi. Donc, là-bas, certains tentent de trouver un moyen d'exploiter un modèle physique développé par l'auteur, donc l'auteur Virgican, qui consiste en l'existence de trous de verre minuscules présents dans les particules élémentaires comme les électrons ou encore les neutrons. Malheureusement, cette tentative non seulement prendra des siècles avant d'être mise en place, mais en plus échouera. Donc plusieurs polices, suite à cet échec, se lanceront dans la diaspora. Elles construiront des répliques d'elles-mêmes et les lanceront dans des vaisseaux interstellaires. Et là, il y a plusieurs points intéressants qu'il est important de souligner. Tout d'abord, le premier, c'est le développement du caractère solipsiste de certaines populations, Konishi n'étant pas du tout la seule dans ce cas. Un autre point bien plus développé, c'est le clonage de la conscience. Parce que lors du départ de la diaspora et de ces vaisseaux interstellaires, il va y en avoir à peu près 1 millier qui vont partir et il va y avoir des citoyens de police qui vont se dupliquer dans plusieurs de ces vaisseaux, voire dans l'intégralité de ces vaisseaux. Compte tenu qu'ils sont éloignés d'années-lumière les uns des autres, il est impossible qu'ils aient une communication instantanée et fatalement, il va y avoir des divergences entre les différentes personnalités clonées. Donc, il faut savoir aussi qu'à la fin de la diaspora, parce que les vaisseaux sont prévus pour revenir, c'est pas un aller simple, les individus ont prévu de fusionner tous leurs clones. Est-ce que certains vont refuser cette fusion une fois arrivés parce qu'ils auront peut-être trop divergé? Eh bien, on verra ça un peu plus tard. Ce sera notamment le cas d'Orlando. Orlando, c'est un enchéré qui a été sauvé par Yatima de la catastrophe de G1 du lézard, qui s'est retrouvé numérisé sur l'une des polices et qui ensuite est parti dans la diaspora. Eh bien, il apprendra, en arrivant à l'une de ses destinations, que son clone d'origine, donc celui de la Terre, s'est suicidé. Et là, on va voir toute une approche du problème de la continuité en fait, de la conscience qui va être posée, mais de façon assez intéressante, parce que par exemple dans Singularité, je pose vraiment ce problème de la continuité, mais ici, ça va être quelque chose de considéré vraiment comme accepté, culturellement parlant. Donc là, on va faire le récit fait une ellipse, parce que bon, il se passe pas grand chose pendant les voyages, mais tout ça pour en arriver
que la plupart des planètes, bien sûr, qui vont être trouvées sans surprise, sont stériles, mais pas toutes. Par exemple, il y a la planète Orphée qui possède une étrange forme de vie. Et là, c'est un petit reproche que je vais faire rapidement, mais je trouve que les hésitations à envoyer sur la planète juste des toutes petites sondes, il y a tous des votes, il y a des votes qui sont organisés pour savoir s'ils vont interagir, seulement interagir avec la planète. Je ne parle pas de l'exploiter, de faire une étude invasive, juste d'envoyer quelques sondes, ça va donner lieu à des débats. Je trouve ça un peu abusif. Après, on peut comprendre pourquoi leur développement est assez lent en dépit de leur niveau technologique. C'est que vu qu'ils sont immortels, ils ont tout le temps du monde pour observer patiemment ce qui se passe. Et vu qu'ils peuvent se mettre en accéléré, ils peuvent lancer des expériences très longues, eux-mêmes vivent en mode accéléré, puis regarder les résultats des dites expériences. Donc, ce qu'ils vont trouver sur Orphée, c'est ce qu'on va appeler les tapis de Wang. Donc, c'est ainsi que va être nommée une étrange forme de vie, prenant la forme de vastes surfaces se mouvant dans l'océan. Et au début, ils vont penser que c'est une forme de vie primitive, mais en fait, c'est une sorte de police, donc de méga ordinateurs avec des gens téléchargés dessus, qui existerait en partie dans d'autres dimensions, et donc ils sont tellement différents que personne n'arrive à comprendre qu'on pourrait communiquer avec eux. Mais là où tout va changer, c'est pas sur Orphée, c'est sur un autre monde, Swift. À l'approche de Swift, le vaisseau qui s'y dirige reçoit des nouvelles de la Terre. Donc là-bas, ils ont construit un nouveau super télescope et l'ont braqué sur plusieurs planètes que vise la diaspora, dont Swift. Et cette planète va présenter une anomalie majeure. La composition de son atmosphère est entièrement constituée d'isotopes lourds. Donc, les isotopes lourds, comme par exemple le carbone 13, le carbone 14, parce que le carbone, basiquement, c'est du carbone 12, c'est quelque chose qui peut exister à l'état naturel, mais qui va exister en très petite proportion. Or là, les traces d'isotopes lourds qu'on trouve dans l'atmosphère, en fait, il n'y a que ça. On n'a que des isotopes lourds. Et ça ne peut pas arriver naturellement. Cette planète, littéralement, elle brille comme un phare dans l'univers, disant « vie intelligente ici ». Swift a même une petite biosphère, mais aucune vie intelligente spécialement à signaler. Donc, Yatima, qui s'est donc joint à la diaspora, a donc un petit éclair de génie à ce moment-là. Il se dit que le message, le fameux phare au milieu de la nuit, comme je le disais, c'est les isotopes. C'est ça qui attire l'attention. Et donc, que c'est eux qui sont remarquables, et qu'est-ce qui rend un isotope remarquable? C'est ses neutrons supplémentaires. Donc il se dit, je vais étudier les neutrons, parce que ça se trouve, c'est là-dedans qu'il y a le message. Et quel message il y trouve? Parce que oui, il y a bien quelque chose dans les neutrons. Et il y a quelque chose d'encodé à l'intérieur de leur spin. À présent, avant de continuer, je vais vous demander de préparer votre cerveau, parce que là, il va commencer à faire ça. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas un physicien ou un mathématicien de nature, votre cerveau va essayer de se barrer. C'est dit. Donc, ces neutrons modifiés ont un spin à mi-chemin entre le baryon et le fermion. Ainsi, leur spin peut varier avec des rythmes spécifiques, donc on peut encoder dans son rythme. Je résume vraiment. Parce que là, vous avez 3 pages pour vous décrire comment le spin fonctionne. Donc, ils arrivent à décoder le message et ils trouvent une carte de la galaxie dans le temps. Et donc, ceux qui ont laissé ce message, on les appellera ensuite les transmutateurs. Parce que les transmutateurs, ils ont transmuté les éléments en isotopes, un petit peu la façon d'un alchimiste. Donc, par contre, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe dans ce message. Donc, quand ils regardent la carte de la galaxie, donc celle-ci, c'est la carte de la galaxie dans le temps, donc qui évolue avec le temps, ils se rendent compte qu'il y a une grosse catastrophe qui se prépare, et que, à côté de ça, Géant du Lézard, c'est un petit peu comme comparer un pétard à une bombe nucléaire. La catastrophe en question, c'est carrément l'explosion du cœur galactique. Et compte tenu des sources d'énergie qui sont en jeu, c'est game over pour la vie dans toute la galaxie. Ça va pulvériser toute forme de vie dans la galaxie. Et en fait, même les formes de vie artificielles, synthétiques, qui pourraient aller s'enterrer sous la surface des planètes, elles ne survivront pas parce que, en fait, dans des explosions comme ça d'une telle amplitude, il va y avoir des énormes flux de neutrinos qui vont être émis. Et les neutrinos, ça traverse des planètes, donc vous pouvez difficilement vous en masquer. Et ça va fusiller même les serveurs les plus profondément enfouis sous les surfaces. Mais
c'est pas la seule découverte qui est faite. Les neutrons de Swift, ils possèdent des trous de verre, ce qu'ils vont appeler des neutrons longs. Oui, des neutrons longs, parce qu'ils ont des trous de verre longs. C'est un peu compliqué. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait dire, ces trous de verre ne mènent pas dans notre univers, mais dans la macrosphère. On continue sur les... Ne vous inquiétez pas, ça là, on sent... Là, c'était l'échauffement. Là, je vous ai parlé de trucs de spin, maintenant on va parler d'univers à plus de dimensions. Donc on apprend que l'univers ici est donc un univers de dimension 4, donc on a 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Et on a 5 dimensions repliées microscopiques. Donc on va faire un petit cours d'hypergéométrie très simplifié. Parce qu'il faut que j'introduise pour qu'on comprenne le reste ce que c'est que le principe de fibre standard. Donc par exemple si vous prenez un tore c'est ce truc-là. Donc un tore, en 3D, il a une fibre standard d'un cercle, voilà, qui fait comme ça. Donc, la macrosphère, c'est une sphère de dimension 5, avec comme fibre standard des univers de dimension 3 comme le nôtre. Là, ce qui commence à traverser l'esprit de pas mal de gens, c'est qu'on pourrait fuir dans la macrosphère pour échapper à la catastrophe. Les trous de verre étant de la taille d'une particule subatomique, ils arriveront à les traverser en envoyant des nuées de femtomachines. Donc oui, femtomachines, c'est-à-dire 10 puissance moins 15, donc par rapport au nano qui est de 10 puissance moins 9, donc on est sur un ordre de grandeur de 6, pour créer des polices de l'autre côté. Mais les lois sont à peu près similaires, mais puisqu'il y a plus de dimensions, les forces ont plus de dimensions à remplir et se dissipent plus vite. Pour résumer, dans notre univers, la force se dissipe sur un inverse du carré. Mais dans un univers à 5 dimensions, ce sera un univers puissance 4. Puisque dans notre univers, c'est par unité de surface en fait. Donc surface, c'est puissance 2. Mais dans un univers à dimension 5, une surface, donc une hypersurface, est une hypersurface de dimension 4. Et petit cours d'hypergéométrie. You're welcome, avec plaisir. Donc, nous allons pouvoir commencer l'exploration de la macrosphère. Grâce à leur compréhension de la physique de la macrosphère et la capacité à des êtres purement logiciels, il faut bien le rappeler, d'adapter à volonté leur perception du monde, d'adapter leurs réseaux neuronaux, ils vont arriver à appréhender un univers en 5D. Et donc, des polices vont commencer à se constituer en traversant un trou de verre à l'aide de femtomachines, puis elles se mettent à explorer la macrosphère. Dans ce monde, l'orbite est impossible, puisque vu que les lois physiques diffèrent avec l'inverse du coup de la puissance 4 ou l'inverse du carré, la gravité ne s'applique plus de la même manière, donc soit les astres vont tomber les uns sur les autres, soit au contraire ils vont s'éloigner, mais ils ne peuvent pas ils peuvent pas se satelliser, il ne peut pas y avoir d'orbite stable. Donc ça veut dire qu'il va y avoir principalement des étoiles. Mais attendez, c'est pas fini. Donc c'est des étoiles, et encore une fois, vu que les forces ne fonctionnent plus tout à fait de la même manière, on a une fusion nucléaire à beaucoup plus basse température qu'à la nôtre, qui dispense du coup beaucoup moins d'énergie, enfin, qui en dispense autant, mais du coup qui s'élimine plus rapidement dans l'espace, puisqu'il y a un hyperespace à 5 dimensions, vous allez avoir la vie qui va être possible à la surface des hypersurfaces des étoiles à 5D, donc des hypersurfaces à 4 dimensions. Ouais, c'est pas faux. Oui, tout à l'heure, j'avais dit qu'on s'échauffait. Là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet où le cerveau fout le camp. Donc, en plus de ça, ils vont donc découvrir sur cette étoile toute une biosphère. Oui, il y a une biosphère à 5 dimensions, sur une étoile avec une hypersurface à 4 dimensions. Donc, ils vont créer des corps en 5 dimensions, où là, du coup, il faut avoir au moins 4 pattes pour pouvoir s'appuyer sur les 2 nouveaux axes par rapport aux nouvelles dimensions. Et ils vont essayer de rentrer en contact avec ce qu'ils pensent être une espèce intelligente, potentiellement une espèce intelligente. Donc c'est ce qu'on va appeler les ermites. Donc au début, ils vont pas du tout réussir à communiquer. Bon, déjà que tout à l'heure, je disais que les enchérés de différentes classes d'exubérants avaient du mal à communiquer. Là, vous essayez de communiquer avec un machin qui ressemble à un gros coquillage enfoui dans une hypersurface qui vit dans un monde à 5 dimensions sur une étoile à fusion basse. Oui, la communication est sans aucun doute compliquée. Donc Orlando, pour en revenir aux enchérés, il va décider de
répliquer ce qu'on avait fait jadis chez eux, c'est-à-dire de faire des médiateurs, et il va créer une 12e clone de lui-même, qui à chaque fois va être un clone se rapprochant un peu plus des conditions physiques de la macrosphère. Et donc, les clones les plus éloignés vont communiquer avec un petit peu moins éloigné jusqu'à lui renvoyer le message pour essayer de traduire le mieux possible, s'il est possible de communiquer avec les ermites, et qu'est-ce que les ermites vont raconter. Et donc, les clones vont réussir à communiquer entre eux, ils vont réussir à communiquer avec les ermites, ça va donner une scène extrêmement troublante, puisque vraiment la personne s'est dupliquée en plein de versions d'elle-même qui sont en train de totalement diverger. Tout à l'heure je vous parlais des divergences potentielles entre clones, là c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc il va y avoir certaines de ces versions de ces clones les plus éloignés qui vont vouloir rester ici, d'autres qui se retrouvent le cul entre deux chaises, entre les deux mondes, qui vont décider simplement de cesser d'exister, et les plus proches de lui qui vont accepter de refusionner avec la conscience génitrice, on va dire. Donc pour en revenir aux ermites, l'espèce trouvée dans l'étoile à 5D, ils expliqueront, les ermites, qu'ils ont effectivement vu il y a longtemps les transmutateurs. Mais ces derniers sont repartis, ils ne sont pas restés très longtemps, mais ils ont toutefois encore laissé une piste derrière eux. Des nouveaux trous de verre menant dans un nouvel univers en 3 dimensions. Donc ils ont laissé ça de façon bien visible, ils ont créé une structure avec le trou de verre à l'intérieur pour que les gens ne puissent pas le rater. Donc là, il va y avoir une idée qui va traverser l'esprit des personnages, et d'ailleurs des humains, des 2 branches restantes, c'est de quitter l'univers, du moins notre galaxie qui va exploser, pour passer par la macrosphère et arriver dans ce nouvel univers. Là, dans ce nouvel univers, ils vont rencontrer une nouvelle espèce intelligente, qui se montrera d'ailleurs très pacifique, et qui mettra en contact les humains arrivés avec d'autres espèces qui existent dans cette galaxie, dont même certaines de ces espèces viennent de notre univers et de notre galaxie, ayant eux-mêmes soit suivi la voie des transmutateurs comme l'ont fait les humains, soit ayant eux-mêmes trouvé les moyens de fuir la galaxie, étant conscients de l'explosion du cœur. On apprend ici, d'ailleurs, ce qui a causé la chute prématurée de Géant du Lézard, mais aussi la raison de la catastrophe du cœur galactique. J'ai pas compris parfaitement l'explication, mais c'est une histoire de friction entre une infinité d'univers qui serait en contact avec le nôtre. Et donc, l'humanité va émigrer dans ce nouvel univers, et c'est ici que va s'achever pour presque tout le monde le voyage. Presque. En effet, parce que Yatima et Paolo décident de partir à la poursuite des transmutateurs. Ce sera les 2 derniers chapitres du livre. Mais avant d'entamer ces 2 derniers chapitres, je voudrais apporter une petite critique sur l'œuvre, en tout du moins. Alors, dès que je vais parler d'une œuvre quelconque, c'est à peu près inévitable qu'il y ait une petite critique qui va tomber. Il y a peu d'œuvres sur lesquelles je n'émettrai vraiment aucune critique. Après réflexion, j'en ai une en tête, où vraiment je vois pas d'angle d'attaque pour la critiquer, mais une. Et celle-ci, malheureusement, n'en fait pas partie. Donc, il y a 2 points qui m'ont un petit peu dérangé. Donc le premier problème, c'est celui de l'exponentiel. Donc c'est l'une des questions que je me suis assez rapidement posée au début de l'œuvre. Voyant le niveau technologique et la capacité qu'avait l'humanité à user de sources d'énergie puissantes, je m'attendais vraiment à voir un développement exponentiel vers l'hyper-intelligence. Et pourtant non. Les différentes factions conservent des croissances assez stables, et j'ai rapidement eu la réponse à cette question, puisque plusieurs personnages vont parler à de multiples reprises dans le roman de ce qu'ils appellent la folie de l'exponentiel. Mais ils vont jamais expliquer pourquoi ils considèrent cela comme de la folie. Enfin, considérant la multiplicité des individus et surtout des moyens accessibles aux citoyens des polices, j'ai un peu de mal à croire qu'il n'y ait pas un seul individu, pas une seule personne qui ait tenté le coup dans son coin. Il y a toujours un grugeur. Toujours. Bon. Bien maintenant au second point. Et là, c'est par rapport aux espèces aliens et au rapport à la violence. Donc, l'auteur part du principe qu'une espèce très intelligente sera fondamentalement non violente. Les rares moments de l'œuvre où des doutes quant à la bienveillance d'autres espèces intelligentes sont mis en scène, elles sont rapidement balayées d'un revers par un simple « ce serait un immense gâchis d'intelligence que d'être encore violent ». Notons qu'après avoir écrit un univers tournant autour du grand filtre,
et que l'une des dernières grosses séries de science-fiction que j'ai lues était Le Problème à trois corps, j'ai un petit peu haussé un sourcil dubitatif devant une affirmation aussi absolue. J'en étais même à croire, pendant une bonne partie du livre, que l'auteur allait s'amuser à donner tort à ses personnages, mais non. Tous les aliens sont bel et bien pacifistes. Encore une fois, je ne suis pas convaincu par ce propos. L'intelligence et la violence ne sont pas opposées à mes yeux. Le problème vient de l'incompréhension et de la peur. Et vous pouvez être aussi évolué que vous le pouvez. Vous ne pourrez jamais savoir si une espèce très différente de la vôtre n'a pas simplement décidé de tirer la première, juste pour être sûr que vous ne soyez pas une menace à son encontre. Quand un risque existentiel pèse dans la balance, tous les moyens deviennent acceptables. D'autant que le livre met l'accent sur les difficultés à communiquer. C'est là que je trouve qu'il y a une certaine dissonance. C'était là un petit peu les critiques que j'avais à faire sur le livre. Et maintenant, on va parler de la fin. Et si certains propos m'ont laissé un petit peu dubitatif, j'ai vraiment été touché, et même assez secoué par la fin. Pas ce genre de fin. Donc, Yatima et Paolo se lancent à la poursuite des transmutateurs. Ils se clonent encore et encore et traversent univers après univers, passant de macrosphère en univers, de macrosphère en univers. Et là, ce qui est important de noter, c'est que l'histoire, avant ces deux derniers chapitres, donc, se déroule à peu près sur 2000 ans. Et là, la première date qui tombera lors de ces 2 derniers chapitres, c'est qu'il s'est déjà écoulé 6 millénaires. Et plus leur voyage avance, plus une sorte de malaise va grandir. Plus on sent que le temps passe sans qu'on nous donne clairement la date. Ils trouvent des structures laissées par les transmutateurs, mais peinent à les comprendre. Ils continuent, perdant peu à peu le contact avec certains de leurs clones laissés en arrière, faisant douter qu'ils puissent seulement un jour faire le voyage de retour. Déjà, il y a ce malaise qui se développe, mais c'est un aspect qui est vraiment développé au cours du livre et que j'ai trouvé extrêmement pertinent et que j'aimerais exposer ici. Comme je disais, sur la critique de l'exponentielle, il n'y a pas de méga structure comme des sphères de Dyson, des matryoshkas, mais ici on va plutôt être sur la colonisation des dimensions microscopiques, de s'enfoncer dans l'infiniment petit plutôt qu'au contraire. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'aller dans la direction de l'infiniment petit plutôt que l'infiniment grand. Et enfin, finalement, ils arrivent dans un univers sans aucune trace des transmutateurs. Ils comprennent alors qu'ils les ont dépassés. Et les structures qu'ils ont croisées sur leur chemin, c'était en fait des polices des transmutateurs. On apprend à ce moment-là qu'il s'est écoulé plus de 200 000 milliards d'années depuis leur départ. Tout ce qu'ils ont connu a disparu. Et même s'ils pouvaient faire machine arrière, ils n'auraient rien à retrouver. Personne ne les attendrait. Plus personne ne se souviendrait seulement d'eux. À supposer que les humains existent toujours, d'une manière ou d'une autre. Paolo, à ce moment-là, il va décider de mourir, expliquant simplement qu'il est comblé, qu'il a atteint l'objectif de son existence. Yatima, lui, décide de continuer, seul. Cette solitude finale, elle m'a pas mal secoué. Mais dans ce livre, dans cette fin, ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas cette solitude. C'était cet atome d'éternité. C'était que même une si grande durée, même les milliards d'univers traversés, ne sont rien devant l'infini.